Dans cette troisième partie du guide sur le water cooling, maintenant que nous avons fini le tubage complet de notre machine, il va falloir le remplir avec, donc ici j'ai, comme dit dans l'introduction, j'ai choisi du liquide qui est déjà prêt à l'emploi avec tous les anticorrosifs et anti-algues. Voilà, ça c'est plus pratique je trouve. Je suis parti sur ce type là. Donc avant de pouvoir remplir tout ça, vérifiez bien que votre système de fixation à compression est bien serré. Le but est vraiment de ne pas avoir de fuite. Aussi avant de préparer, et là je ne l'ai pas encore fait, placez un bout de papier essuie-tout aux parties sensibles de votre système. Donc moi je vais en placer un sur le dessus de ma carte graphique pour éviter, si jamais ça goutte au niveau du CPI bloc, que ça n'aille partout. Et aussi au niveau de l'alimentation, au cas où il y a des fuites à ce niveau-là, au niveau du radiateur, ça devrait tomber au fond du boîtier, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, vérifiez bien vos serrages et ensuite on va pouvoir passer au remplissage. Alors pour protéger le système, en plus des papiers essuie-tout, on va aussi débrancher tous les câbles d'alimentation de notre système. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un contact avec de l'eau mais que le composant n'est pas alimenté, à partir du moment où tout est très bien séché, il n'y a aucun risque. Donc déjà il faut faire ça. En plus il va falloir qu'on alimente la pompe avec de l'électricité sans démarrer le système. Bon, étant donné que notre carte mère n'est pas branchée, on ne peut pas faire allumer l'alimentation comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pont entre ce câble vert que vous pouvez voir et un des câbles noirs qui se trouve à côté. Donc j'ai pris tout simplement un trombone. Hop, et on fait un pont entre ces deux connecteurs là, en faisant attention que le contact se fasse bien. Donc un trombone ça marche très bien, vous voyez. Et ensuite ça me permettra, quand je vais brancher mon alimentation, là bien évidemment je l'ai débranché pour éviter que tout d'un coup la pompe se mette en route sans eau dans le réservoir. Mais à partir du moment où on va mettre le switch sur on à l'arrière de l'alimentation, la pompe sera alimentée, puisque là je l'ai déjà branché à mon alimentation. Alors maintenant que notre système est protégé, que l'alimentation est prête pour alimenter la pompe, il va falloir que nous remplissions le réservoir, puisqu'il ne faut surtout pas faire tourner la pompe à vide. Donc moi j'ai un niveau minimum et un niveau maximum sur ma pompe, donc je vais prendre un entonnoir en fait que je vais placer, ça m'évitera d'en mettre un peu partout. D'ailleurs je vais prendre j'ai peut-être placé un bout de tube pour me faciliter le remplissage, bon si j'arrive à coincer le bout de tube au niveau de l'entonnoir, sinon je le ferai directement avec l'entonnoir, mais voilà, il va falloir déjà insérer un certain niveau de liquide dans le réservoir. Alors maintenant que notre réservoir est rempli, il va falloir jouer un petit peu avec l'alimentation en fait, et allumer et éteindre, puisque il faudra allumer, à partir du moment où ça arrive au niveau minimum, il faudra éteindre, remettre du liquide. Il faudra faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que le système soit entièrement rempli. C'est assez dur à dire le volume qu'il faut. Moi d'ailleurs j'ai ici une bouteille de 1 litre. D'ailleurs j'espère que ça suffira. Donc il faudra faire cette étape plusieurs fois. Allumer. Quand ça atteint un niveau minimum, remplir à nouveau afin d'éviter que la pompe tourne à sec. Et ensuite, quand on aura fait ça, que le système sera entièrement rempli d'eau, que les tubes soient bien remplis, il faudra éviter qu'il y ait des bulles à l'intérieur du système. Si vous avez la moindre fuite, ce qui était mon cas car mon pont qui permet de faire un angle droit au niveau de la carte graphique n'était pas assez serré, il faut tout de suite bien évidemment éteindre la pompe et trouver l'origine de la fuite pour bien faire le serrage afin d'éviter que trop d'eau ne sorte de la boucle du système. Alors maintenant que notre système est entièrement rempli, vous pouvez voir que le niveau du réservoir reste à peu près stable. La pompe tourne, le système est entièrement rempli, le radiateur, les waterblocks, etc. Alors j'ai quand même laissé les sopalins en fait un peu partout pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Je vais aussi pouvoir, si je retrouve la pièce, fermer mon réservoir. Ça permettra de cacher un petit peu le bruit de la pompe d'ailleurs. Voilà, je n'ai plus la clé pour le fermer. Donc voilà, ça permet de cacher un peu le bruit de la pompe, cette fermeture ici. Donc voilà, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Là, EK Waterblocks indique de faire un test de 24 heures contre les fuites. Moi j'ai particulièrement surveillé cette pièce là qui est fixée, que j'ai en double d'ailleurs,
qui fait un angle droit au niveau de la carte graphique, vérifiez qu'à cet endroit-là il n'y ait pas de fuite puisque ça utilise un système à jointure qui est un peu moins fiable que les systèmes à compression, enfin bref. Donc aussi une chose à faire, et moi j'en ai quasiment pas, c'est de vérifier la présence de bulles d'air dans le système parce que ça diminue drastiquement les performances, évidemment. Donc si moi elles sont assez bien parties toutes seules, sinon si votre pompe le permet, augmentez la vitesse de la pompe un petit peu. Sinon vous pouvez aussi un peu agiter, enfin balancer votre boîtier pour un petit peu faire sortir les bulles d'air des waterblocks. Mais sinon je pense qu'on a quasiment fini notre guide sur le water cooling custom. Alors effectivement, maintenant que notre test d'étanchéité est terminé, qu'on a éliminé toutes les bulles d'air de notre système, j'ai pu refaire tous les branchements, allumer mon système et démarrer normalement mon ordinateur. Alors, on va regarder un petit peu les températures pour conclure ce guide. Alors ici, je rappelle mes composants, donc j'ai un i5 750 overclocké à 3,8 GHz, et donc c'est pas très jeune tout ça, mais il tient encore très bien la route, et la 7950, qui n'est pas encore énormément overclockée, elle est quasiment aux fréquences de base. Alors on va regarder les températures avec Hardware Monitor. Alors au niveau du processeur, on est en idle avec les ventilateurs quasiment au minimum, je le rappelle parce que on peut se le permettre avec le water cooling. Donc ici au niveau du processeur, les températures varient entre 35 et 40 degrés, ça dépend évidemment de la température de la pièce. Donc je rappelle, le processeur est overclocké, il n'est pas très récent, mais on verra les températures en charge après. Et la carte graphique est à 37 degrés. Donc elle varie de 35 à 37 degrés, la carte graphique. Vous pouvez voir que mon minimum est à 34. Là, certains air cooling font un petit peu mieux, mais il faudra regarder les températures en charge qui sont bien plus intéressantes avec ce water cooling custom. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais lancer BF3 tout de suite. Alors vous pouvez voir que j'ai lancé Battlefield 3 sur mon écran de gauche. Et on va pouvoir regarder un petit peu les températures en charge. Alors j'ai un tout petit peu augmenté la vitesse de rotation des ventilateurs, je les ai mis sur moyen, sur le trooper. Donc on va regarder un petit peu les températures. Alors on va commencer par la carte graphique qui s'est stabilisée au niveau des températures maintenant avec BF3. Donc on est stabilisé à 44 degrés. Vous voyez qu'on monte pas vraiment au-dessus. Comparé au refroidissement de base AMD, on montait très rapidement à 80-90 degrés. Donc là on est bien en dessous de ça évidemment. Ensuite au niveau du processeur, vous pouvez voir qu'il tourne bien là. Le i5 750 à 3,8 GHz est aux alentours de 50 degrés. Avec un maximum, on a eu un pic à 56 sur le premier cœur, mais on n'est pas monté au-dessus, vous pouvez voir que c'est redescendu. Donc les températures sont vraiment très bonnes, j'ai quasiment gagné en charge 10 degrés par rapport au H80. Pour vous donner un ordre d'idée, et au niveau de la carte graphique par rapport au refroidissement de base, les températures ont carrément été divisées par 2. Donc voilà, à ce niveau là je pense que cela va conclure ce guide. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.